Avant de passer au sujet de notre émission, chers téléspectateurs, je voulais signaler une confusion intervenue dans notre dernière émission à propos de l'illustration de l'entretien que j'ai eu avec Bernard Zeller. Il y a eu une confusion sur les portraits du général Zeller, puisque ce n'est pas Léon Zeller qui a été présenté, mais Henri Zeller. Et ensuite, une malheureuse confusion a fait qu'on a retrouvé dans l'émission le portrait de Pierre Laval, qui n'avait évidemment strictement rien à y faire. Alors, pour aujourd'hui, nous allons évoquer un événement à propos d'un centenaire bien particulier. L'année 2019 va être riche en commémoration de centenaire, le traité de Versailles, l'échec de la Révolution allemande, entre autres. Nous allons parler de l'apparition, de la naissance des premiers faisceaux italiens de combat, donc au printemps de 1919. Mais pour aborder cette question sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs dans d'autres émissions, car la matière est riche, nous allons nous centrer aujourd'hui sur les conditions générales qui prévalent en Italie à l'époque et avant la guerre de 1914 et qui expliquent beaucoup de choses, et puis également sur le profil d'un certain Benito Mussolini, dont le parcours est pour le moins atypique dans ces années d'avant-guerre, et enfin sur les effets du conflit sur une Italie fragile qui va s'en trouver extrêmement déséquilibrée. Alors, tout d'abord, quelques mots concernant l'historiographie de la question. Pendant très longtemps, l'Italie fasciste ayant perdu la guerre, c'est une historiographie hostile qui a prévalu, mais depuis une vingtaine d'années maintenant, aussi bien en Italie avec Renzo De Felice par exemple, ou d'autres historiens italiens, une relecture complète de l'épisode fasciste du Ventennio Nero a été entreprise, qui a eu des échos d'ailleurs en France, où après l'époque dominée par Pierre Milza, qui avait déjà mis beaucoup dans son vin dans la préface de son Mussolini, nous avons eu des ouvrages comme celui de Michel Ostinck aux éditions Ellipse, ou plus récemment celui de Frédéric Lemoal aux éditions Perrin, où une relecture beaucoup plus équilibrée de la période et de cette séquence a été présentée. Alors, pour expliquer la naissance du fascisme, comme je l'expliquais au début, il faut revenir sur ce qu'était l'Italie au début du XXe siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale. Car nous allons, à partir de cette analyse, déceler un certain nombre des conditions qui vont permettre l'émergence de ce phénomène politique nouveau. Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que l'Italie est un très jeune État qui a réalisé véritablement son unité en 1870, après une période où les choses ont été difficiles. Il a fallu l'intervention française de Napoléon III contre l'Autriche pour que tout cela puisse se mettre en place, la récupération ensuite de Venise et enfin, en 1870, la récupération de Rome, à la grande colère évidemment du pape Pie IX qui restait attaché à la possession de ces États de l'Église. Donc un pays jeune, un pays avec une monarchie constitutionnelle, mais une monarchie constitutionnelle qui dans une large mesure fonctionne à vide. Pourquoi ? Parce que la papauté, mécontente évidemment de l'annexion des États de l'Église, a lancé aux catholiques italiens une consigne de boycott de la vie politique et des élections, et de ce fait évidemment le Parlement qui est élu est assez peu représentatif, d'autant qu'au départ, c'est le suffrage censitaire qui prévaut. Ce n'est qu'à la veille de la Première Guerre mondiale que le suffrage universel est accordé, avec une limite pour les analphabètes de moins de 30 ans, qui ne pouvaient pas voter, qui étaient nombreux en Italie à l'époque. Donc une situation politique bien particulière, avec un régime parlementaire familier des crises gouvernementales, les replâtrages ministériels étaient monnaie courante,
un régime en tout cas dans lequel le pays ne se reconnaissait guère, la participation aux élections étant régulièrement très faible. Nous n'avons pas du tout quelque chose de comparable à ce qu'a été l'enracinement de la République en France à partir des années 1870. Et ce peu de familiarité avec la vie démocratique explique aussi dans une certaine mesure la facilité avec laquelle le régime fasciste va réussir à s'installer au cours des années 1920. Alors, cette Italie, outre la faiblesse de son régime politique, elle est confrontée aussi à un certain nombre de fragilités sur le plan économique. Certes, elle s'est engagée dans l'aventure industrielle à la fin du XIXe siècle, à l'extrême fin du XIXe siècle, mais elle reste encore un pays avec une majorité de population agricole. C'est un pays qui n'a pas du tout les capacités en matière d'épargne d'un pays comme la France voisine. C'est un pays donc qui additionne un certain nombre de faiblesses économiques qui débouchent ensuite sur un certain nombre de déséquilibres sociaux. Il y a en Italie une classe ouvrière qui s'est constituée donc à la fin du XIXe siècle, qui, comme dans tous les pays d'Europe, a le sentiment d'une exploitation insupportable la concernant, avec les conséquences sociales, politiques que cela entraîne. Il y a des masses paysannes misérables, notamment dans le sud, où le système latifondiaire fait que les grands propriétaires abandonnent à des régisseurs la gestion de leur domaine, et ils emploient un prolétariat agricole misérable et arriéré sur le plan culturel. La petite propriété ou le petit métayage qui prévaut en Italie centrale correspond aussi à des situations sociales extrêmement fragiles. Seule la plaine du Pô, l'Italie du Nord, connaît un système d'exploitation agricole moderne, inspiré de ce qui se passe dans les autres pays de l'Europe du Nord-Ouest. Donc des fragilités sur le plan économique et social, fragilité également sur le plan démographique, car l'Italie connaît à l'époque une surpopulation spectaculaire. L'Italie a connu le choc de la révolution démographique. Elle va entrer relativement tardivement dans la transition démographique. Résultat, le pays est confronté à une surpopulation gravissime qui va entraîner un phénomène d'émigration massive vers les pays voisins et qui va justifier aussi, dans une certaine mesure, les revendications coloniales, impérialistes des dirigeants italiens. Conséquence politique aussi de ces situations, la naissance d'un mouvement socialiste en Italie, 1892, un parti socialiste se constitue en Italie, comme d'autres se sont constitués en Allemagne, en France par exemple, et ce parti socialiste, il va chercher à rassembler les populations ouvrières qui sont apparues en Italie du Nord à la faveur du démarrage industriel, avec des tensions sociales fortes. 1898, on connaîtra à Milan une insurrection ouvrière que certains ont comparée à la Commune de Paris et qui sera écrasée par l'armée. Mais il n'y a pas seulement les socialistes, il y a aussi en Italie tout un courant anarchiste extrêmement puissant, spécialement dans les zones rurales, des anarchistes qui, s'inspirant de Bakounine, réclament notamment le partage des terres, le partage des grands domaines, et constituent dans beaucoup de régions des facteurs ou des acteurs d'une agitation sociale chronique récurrente. Autre élément important qui constitue une conséquence de la situation économique, sociale, démographique que j'évoquais, c'est le développement en Italie d'un nationalisme puissant qui concerne principalement les classes moyennes urbaines, un nationalisme qui, entre autres revendications, réclame une expansion coloniale analogue, comparable à celle qu'ont réalisée des pays tels que la France ou l'Angleterre, expansion justifiée par le besoin en quelque sorte d'espace vital d'une population italienne trop nombreuse.
religieuse. Voilà pour le tableau général que l'on peut retenir de cette Italie du tout début du XXe siècle. C'est dans ce contexte que va s'inscrire le parcours, pour le moins original, de Benito Mussolini, qui va se confondre en quelque sorte avec ce que sera bientôt l'aventure fasciste au lendemain de la Première Guerre mondiale. Benito Mussolini, c'est un homme qui est né en 1883, après d'Apio, en Romagne, dans la région de Forlì, et il naît dans une famille clairement marquée à gauche, puisque son père est un sympathisant anarchiste, proche de la deuxième internationale socialiste également, et s'il a baptisé son fils Benito, c'est pour faire honneur au révolutionnaire mexicain Benito Juárez. Tout cela constituant, on le voit déjà, un signe de l'engagement, de l'orientation familiale. Donc, le jeune Mussolini va vivre dans cette mouvance, au contact des braccianti, des ouvriers agricoles de Romagne, qui, confrontés à la misère, se reconnaissent aussi dans les discours socialistes. C'est là le point de départ de son parcours. Comme ce garçon est brillant, sa mère était institutrice, il fait de bonnes études secondaires, on veut en faire un enseignant, un instituteur, et il va brillamment passer les concours nécessaires, mais le problème c'est qu'il ne trouve pas d'emploi à la mesure, pense-t-il, de ses talents. En effet, l'éducation publique en Italie pèse peu par rapport à l'éducation catholique. Et Mussolini vient d'une famille anticléricale, une famille de gauche, ce qui fait qu'il n'a pas sa place dans cette éducation catholique. Alors, le résultat, c'est que le jeune homme, déçu, mécontent, va se tourner vers l'activisme politique. Il va rejoindre très jeune, il a à peine 18 ans, le Parti socialiste, où il va révéler rapidement des qualités d'orateur tout à fait remarquables. Les choses vont se confirmer en 1902, quand il doit partir faire son service militaire, comme tout le monde. L'Italie a une armée de conscription. Alors il n'entend pas servir dans une armée dépendant, selon lui, du grand capital, et il va être insoumis. Et il va gagner la Suisse. Il va partir se réfugier en Suisse, où il va vivre de 1902 à 1904, où là, il va s'assurer d'une formation assez complète, où il va apprendre notamment le français et l'allemand. Il va y découvrir, à travers le milieu des exilés politiques qui sont nombreux en Suisse, un certain nombre de personnalités qui vont le marquer profondément, notamment la socialiste russe Angelika Balabanova. Et puis, il va découvrir un certain nombre d'auteurs, par exemple Gustave Le Bon, qui vient de publier sa Psychologie des foules. Il va découvrir Georges Sorel, le français Georges Sorel, qui vient de publier ses réflexions sur la violence. Il va découvrir la philosophie nietzschéenne, se doter d'une solide culture intellectuelle et politique. Il va rentrer en Italie à la faveur d'une amnistie, faire son service militaire, mais reprendre presque aussitôt ensuite la lutte politique. Il va jouer les agitateurs à Marseille au sein de l'émigration italienne. On va le voir également dans le Trentin. Le Trentin, c'est cette région d'Italie du Nord qui fait encore partie à l'époque de l'Empire austro-hongrois, qui fait partie des terres irrédentes, avec Trieste, avec l'Istrie, et cette région au sud de la ligne de crête des Alpes, le Trentin, c'est aussi en quelque sorte une Alsace-Lorraine pour les Italiens de l'époque. Ces fameuses terres irrédentes réclamées à grands cris par les nationalistes italiens, alors qu'elles sont toujours sous contrôle de l'Autriche, contre laquelle l'indépendance italienne
italienne et l'unité italienne s'étaient constituées quelques décennies plus tôt. Alors ces diverses expériences en font un militant politique expérimenté, qui va très vite se tourner vers des postures radicales. Il va reprocher aux socialistes italiens et à leurs leaders, des gens comme Bissolati par exemple, il va leur reprocher d'être trop modérés, d'être des réformistes. Lui défend une ligne beaucoup plus révolutionnaire, au-delà d'une simple conquête de sièges de députés, et il va avoir l'occasion de manifester au grand jour ses positions radicales en 1911, quand l'Italie déclare la guerre à la Turquie, une guerre 1911-1912 qui va aboutir à la conquête par les Italiens de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, la future Libye italienne. Et à cette occasion, Mussolini est farouchement hostile à cette entreprise coloniale, dénonce le militarisme, organise à Forlì des émeutes, on dresse des barricades dans les rues, il se retrouve en prison pour quelque temps. Tout cela va lui valoir un prestige tout à fait considérable, et en 1912, lors du congrès du Parti socialiste, eh bien, Mussolini et ses amis imposent leur ligne par rapport aux modérés, par rapport aux réformateurs, et à l'issue de tout cela, Mussolini se retrouve à 29 ans directeur de l'Avanti, qui est le grand quotidien socialiste en Italie à l'époque. Il dispose d'un talent certain, d'écriture, d'un sens de la formule, et sous sa direction, l'Avanti va passer rapidement de 20 000 à 100 000 exemplaires. Il s'impose ainsi comme une des figures marquantes de l'extrême gauche italienne à la veille de la Première Guerre mondiale. Et quand celle-ci menace d'éclater, il reste toujours sur une position hostile à l'intervention. Il souhaite que l'Italie reste neutre dans le conflit qui commence, ce que fait le gouvernement italien d'ailleurs en 1914, le 3 août 14, l'Italie proclame sa neutralité alors qu'elle faisait partie de la triple alliance renouvelée en 1912 qui la liait à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Mais l'Italie proclame sa neutralité au nom, dit le Premier ministre Salandra, de l'égoïsme sacré de l'Italie. On va attendre et voir venir et pencher ensuite du côté de celui qui nous promettra le plus. Et les avantages les plus importants à l'issue du conflit. Cette posture de Mussolini, cette posture de neutralité, il ne va pas la conserver bien longtemps. Très vite, il va adopter une attitude nouvelle, puisqu'il va souhaiter l'intervention du pays aux côtés de l'entente. Alors, quelles sont les raisons qui l'ont fait basculer? Sans doute la situation qui est celle des terres irrédentes et donnant du Trentin, où il s'était déjà rendu, nous l'avons dit. Là, les Autrichiens répondent par une répression sévère contre les nationalistes italiens du Trentin qui appellent l'Italie à venir les délivrer. C'est sans doute ce qui a été déterminant, même si le fait qu'ils reçoivent de l'aide des socialistes français pour créer au sein du mouvement socialiste italien une tendance interventionniste n'est pas à écarter complètement. En tout cas, en octobre 1914, il va se prononcer pour l'intervention, lancer un nouveau journal. Il abandonne l'Avanti, il est exclu du Parti socialiste. Il va lancer un nouveau journal, Il Popolo d'Italia, qui va prôner l'entrée en guerre. L'Italie va rejoindre le camp de l'entente en avril 1915 avec la signature du pacte secret de Londres. Mussolini va faire la guerre, il sera blessé d'ailleurs au cours de cette guerre, et en fait c'est à l'issue de celle-ci, après la victoire italienne de Vittorio Veneto et la signature le 3 novembre 18 de l'armistice de Villa Giusti, que commence une autre séquence de cette histoire
au lendemain de cette guerre, au lendemain de ce conflit, dans une Italie complètement transformée à de multiples égards, eh bien les conditions vont être réunies pour la naissance du fascisme et sa montée vers le pouvoir. Nous avons laissé la Bounty à son arrivée à Tahiti. L'équipage, tout à son bonheur de découvrir un pays et une population si accueillants. Bligh et le chef de district tahitien Tina sympathisent très vite, se reçoivent mutuellement, les négociations vont bon train pour obtenir le fameux arbre à pain. Pendant ce temps, les hommes descendent à terre, chaque Anglais est adopté par une famille tahitienne, tout est prétexte à fête, à danse, il y a une ambiance extrêmement chaleureuse et les hommes d'équipage de la Bounty se font des amis, surtout des amis IES. C'est tout à fait formidable pour eux, mais il ne faudrait pas que ce régime dure trop longtemps au risque d'amollir grandement les motivations pour le retour en Angleterre. Le problème est que si le chef indigène Tina est d'accord pour faire cadeau au roi George de tous les plants d'arbres à pain nécessaires, il est impossible pour le moment de les déplanter et de les transporter car elles sont en pleine floraison. Donc il faut attendre, le Bounty et son équipage vont devoir le faire pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, 6 exactement. Bien entendu, les hommes sont ravis, bien que l'ambiance est de temps en temps ternie par les chapardages des indigènes. Les Tahitiens ont une idée de la propriété qui n'est pas tout à fait la même que les Anglais. Et Bligh en fait porter la responsabilité sur ses marins. Il trouve que la discipline se relâche et les punitions au fouet pleuvent. Pourtant, Bligh est d'accord pour que l'équipage profite des délices de l'île, mais ce n'est pas pour autant que les règles élémentaires de fonctionnement et de sécurité doivent être bafouées. Or, c'est une situation un peu contradictoire. Farniente et discipline de la marine anglaise ne font pas bon ménage. Et peu à peu, encore une fois, les relations se dégradent entre Bligh et son équipage. Il y a un premier incident, peu avant le départ pour l'Angleterre. Les hommes vont acheter des porcs dont l'île regorge pour évidemment améliorer l'ordinaire du voyage. Et Bligh les fait confisquer immédiatement dès qu'ils arrivent sur le pont du bateau. Il veut reprendre en main l'équipage, remettre des règles collectives nécessaires à la bonne marche du navire en pratique. Il déclare qu'il dispose, comme il le veut, de tout ce qui est monté à bord. C'est tout à fait mal compris par les hommes. Et s'ils obtempèrent, ils se souviennent de l'affaire des fromages et un sale état d'esprit et de mauvais bruit circulent. Pour eux, le capitaine n'est qu'un voleur. Plus grave encore, un deuxième incident. Quelques jours plus tard, 3 hommes désertent. Évidemment, ils n'ont aucune envie de quitter ce paradis pour l'enfer d'une navigation avec Bligh et ils s'enfuient sur l'île. Leur cachette est dénoncée par un indigène et quand ils sont rattrapés, évidemment, la punition est terrible. Le capitaine Bligh rassemble tous les hommes sur le pont et annonce que la punition avec les coups de fouet sera délivrée en 2 temps. Tout d'abord, la moitié des coups de fouet et 15 jours après, l'autre moitié. C'est une punition d'une incroyable cruauté, car recevoir à nouveau des coups de fouet sur des plaies encore à vif est une douleur évidemment inhumaine qui est infligée à ces hommes. Et malgré les regrets qu'ils expriment, la demande de grâce, ils écrivent une lettre au capitaine Bligh, et entre les 2 peines, Bligh ne regarde même pas la lettre, il est inflexible et les prisonniers subissent le supplice jusqu'au bout. Bien évidemment, ils vont vouer une haine implacable et définitive au capitaine Bligh. Malgré tout cela, le Bounty apparaît quelques jours plus tard, avec à son bord au final des hommes fouettés, des officiers frustrés et furieux, l'idée des privations de toutes sortes qui vont arriver pendant le voyage, enfin l'ambiance sur le Bounty est catastrophique et détestable. En plus, les relations sont de plus en plus tendues entre Bligh et le Fletcher Christian. Vous rappelez-vous, le second du second. Bligh l'avait pourtant au début plus ou moins à la bonne. Il y avait de bonnes relations, mais là, ça s'est définitivement dégradé. Et le second de Bligh, Fryer, note dans son journal que Christian a déclaré à Bligh « Monsieur, vos insultes sont telles qu'il ne m'est plus possible de faire mon devoir avec plaisir. Depuis des semaines, ma vie est un enfer à vos côtés. »
Le 27 avril 1789, Bligh pique une nouvelle crise, accusant l'équipage, et en particulier Fletcher Christian, de lui avoir volé des noix de coco. Il le fait publiquement devant tout l'équipage. Fletcher Christian sait qu'il ne peut rien répondre. Il se contente de murmurer à l'intention du commandant « Pourquoi me traitez-vous de cette manière, commandant Bligh ?» Celui-ci répond en le menaçant du poing et en lui intimant l'ordre de se taire en le traitant de voleur. C'en est décidément trop pour Fletcher. Il suffoque de rage et décide dans la nuit de s'enfuir sur un radeau qu'il voulait fabriquer. Mais les autres officiers tentent de le consoler et de le calmer. Et ce qui est incroyable et qui révèle toute l'inconscience et l'inconséquence, l'instabilité du commandant Bligh, est que le soir même, il invite, comme s'il ne s'était rien passé, Fletcher Christian à dîner à sa table. Évidemment, ce dernier refuse. Après, tout va très vite. Dans la nuit, Fletcher Christian est réveillé pour son tour de garde à 4 h du matin par un officier du nom de Stewart. Celui-ci constate que Fletcher Christian est à bout de nerfs. C'est là qu'il déclare à celui qui vient le réveiller, en s'habillant, qu'il va partir à la nage en s'appuyant sur une planche. Stewart murmure alors à Christian « Vous n'avez pas besoin de filer. Dans ces conditions, les hommes sont prêts à tout. » Fletcher Christian ne dit pas un mot, monte en silence sur le pont. Les 2 premiers matelots qu'il sollicite n'hésitent pas une seconde. Ce sont les 2 hommes qui ont été fouettés avec tant de cruauté sur l'ordre de Bligh. Ils sont au contraire enthousiastes à l'idée de s'opposer au commandant. Les 6 hommes après les rejoignent. Sur le prétexte de tuer un requin qui tourne autour du navire, Christian va ouvrir le coffre aux armes. Les mutins sont maintenant armés de mousquets et de baïonnettes. Ils se dirigent vers la cabine du capitaine Bligh, qui est immédiatement molesté et attaché. Le commandant crie à l'assassin, appelle à l'aide, mais le reste de l'équipage ne bouge pas. En particulier le second frayeur. Pourtant, plusieurs officiers, dont Fryer, vont essayer de convaincre Christian de renoncer. N'oubliez pas que la mutinerie est punie par la pendaison dans la Royal Navy. Rien n'y fera. Très calmement, il décide, Fletcher Christian décide que Bligh et les hommes non sûrs seront mis dans la grande chaloupe du Bounty et qu'ils devront se débrouiller pour gagner un port. Fryer part avec Bligh et 17 hommes. La chaloupe est faite pour une dizaine. Bligh lui-même décidera deux hommes qui voulaient le rejoindre à rester à bord du Bounty, la chaloupe ne pouvant pas accueillir plus de monde. 2 choses sont à relever tout de même. La première, que si aucun membre de l'équipage ne prend la défense de Bligh, ils avaient tous eu à souffrir de ses méthodes et de son commandement, tous les marins ne rejoignent pas les mutins. Soit parce que, encore une fois, le crime de mutinerie est puni sévèrement dans la marine anglaise, soit parce que les griefs reprochés au commandant ont peut-être été exagérés par la suite. En tout cas, très calmement, par 2 fois avant de monter dans la chaloupe, Bligh va essayer de convaincre Christian de renoncer. Il lui dit « Considérez ce que vous êtes en train de faire. Pour l'amour de Dieu, abandonnez la partie et on n'en parlera plus. » Christian refuse l'offre de Bligh. La suite de l'aventure révèle les qualités de marins exceptionnels de William Bligh. Il réussit en effet à emmener une chaloupe de 7 mètres de long, chargée au double de ses capacités pendant 41 jours, et à parcourir 6700 km pour parvenir à Timor, un comptoir hollandais. Vivant. Selon les témoignages de ses compagnons, Bligh a piqué plusieurs colères, s'est montré comme à son habitude injuste et arbitraire, jusqu'à faire emprisonner sur des motifs futiles une partie des hommes qui lui étaient restés fidèles en arrivant à Batavia. Heureusement, les Hollandais les ont libérés très vite. Quand Bligh rentre en Angleterre, il présente les faits auprès de l'amirauté à son avantage et publie un récit de la mutinerie qui a un grand succès. Mais il devra quand même, comme les autres survivants de la chaloupe, passer en cour martiale pour répondre de la perte du Bounty. Tous seront acquittés. Quelques jours après le procès, un navire de 24 canons, le Pandora, quitte Portsmouth avec pour mission de retrouver les mutins. S'ils sont pris, c'est la pendaison. Et ces mutins, que sont-ils devenus ? Ils sont 25 à être restés avec Fletcher Christian, mais tous ne sont pas des mutins convaincus. Toujours est-il qu'ils sont maintenant embringués dans une histoire qui les dépasse un peu. Ils veulent tous retourner à Tahiti, mais leur nouveau commandant, Fletcher Christian, sait évidemment que la Royal Navy les recherchera immédiatement là-bas. Ils se décident donc pour une île mal cartographiée et très peu connue, qui est à 500 milles de Tahiti, l'île de Tubuai. Le 28 mai, ils y jettent l'ancre, mais bientôt des incidents éclatent entre les indigènes qui sont beaucoup moins accueillants que ceux de Tahiti et les hommes de la Bounty, et ils sont obligés de partir. Ils vont à ce moment-là retourner à Tahiti, déposer 16 hommes, et la Bounty repart pour l'inconnu avec 5 mutins fidèles à Christian et des indigènes, hommes et femmes. Quand le Pandora arrive à Tahiti, 2 marins manquent encore à l'appel, ils sont morts de mort violente, et les autres sont plutôt heureux de retrouver un navire anglais et de pouvoir rentrer en Angleterre. Pourtant, ils sont jetés au fer, même s'ils n'ont pas été mutins, et ils ne vont pas revoir l'Angleterre tout de suite.
car le capitaine du Pandora, en poursuivant ses recherches pour retrouver Christian et les autres mutins, fera naufrage sur des récifs. Plusieurs matelots du Bounty mourront noyés. On n'a pas réussi à leur enlever les chaînes à temps, on les a un peu oubliés. Et après une odyssée digne de celle de Blythe, les survivants du Pandora vont parvenir en Angleterre. Les marins du Bounty rescapés vont tous passer sans exception en cour martiale, et même ceux qui ont été fidèles à Blythe. Plusieurs sont acquittés, mais les 3 sont pendus. Mais pendant ce procès, les temps vont changer pour Blythe, car la parole a été très libre et un profond malaise en ressort, qui écampe définitivement l'image du commandant, cette image de victime et de héros. De nombreux détails ont été livrés sur ses excès, sur sa cruauté, sur son caractère instable. Et il va trouver plus sage de se retirer quelque temps. Pendant ce temps-là, les mutins du Bounty, que sont-ils devenus ? On n'en saura rien jusqu'en 1808, c'est-à-dire 19 ans après la mutinerie, où un baleinier américain va aborder dans une île inconnue du Pacifique, rebaptisée par la suite île de Pitcairn. Des indigènes vont arriver vers le navire en pirogue et s'adresser à l'équipage en anglais. En outre, ils montraient des traits physiques qui révélaient une autre ascendance qu'indigène. Quand on leur demanda des explications, les jeunes indigènes répondirent qu'ils étaient anglais et que leur père était Alec. Le commandant du navire du pêche va débarquer sur cette île et va tomber sur le dernier survivant de l'aventure du Bounty, Alexandra Smith, appelé aussi John Adams. Il vivait sur l'île avec 34 jeunes gens, femmes et enfants, mi-tahitiens, mi-anglais. Smith raconta que tous étaient restés vivre en harmonie pendant de longues années sur cette île et qu'ils s'y étaient installés définitivement après avoir mis le feu à la Bounty. Mais après la mort par maladie de Fletcher Christian, les choses se sont gâtées car les hommes indigènes ont décidé de se débarrasser des marins anglais. Puis ils furent eux-mêmes tués par les veuves de ces marins. Bref, il ne resta que quelques hommes sur l'île, dont Smith. Certains moururent après avoir abusé de l'alcool qu'ils réussirent à fabriquer avec un alambic de fortune. Les autres se tournèrent vers la religion grâce à une Bible prise sur le Bounty. Ce sont les premiers qui vont mourir de mort naturelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas encore. En 1814, 2 navires anglais relâchèrent dans l'île de Pitcairn et retrouvèrent Smith, qui leur livra une autre version de la mort de Christian, et qui fut incapable de montrer sa tombe. Ce qui va donner naissance à des légendes, car un des jeunes officiers du Bounty gracié lors du procès, Heywood, devenu commandant, raconta qu'un jour il se promenait dans les rues de Plymouth et qu'il était sûr d'avoir reconnu Fletcher Christian qui s'était enfui à son approche. Alors le mutin aurait peut-être regagné l'Angleterre. Le mystère demeure, mais finalement le plus important est qu'après le procès du Bounty, les règlements maritimes de la Royal Navy ont été remaniés et sont devenus beaucoup moins cruels, plus humains, que l'arbre à pain, lui, fut rapporté et introduit aux Antilles en 1793 par Blythe lors d'une expédition ultérieure. Et une autre chose amusante est qu'aujourd'hui l'île de Pitcairn est peuplée de 50 habitants, tous descendants des mutins du Bounty et qui portent encore le nom de leurs aïeux marins anglais, dont celui de Christian.